Le téléphone sonnait avec insistance dans ma poche, me faisant perdre ma concentration. J'ai essuyé la sueur de mon front et suis sorti de la clinique de fortune, où le soleil de midi projetait de longues ombres sur le village rural. Le nom à l'écran m'a fait mal au ventre, Jacques. J'ai failli ne pas répondre. Après des années passées à faire face aux pitreries de mon beau-père, je savais que ces appels apportaient rarement de bonnes nouvelles, mais la curiosité, et peut-être un faible espoir, ont pris le dessus sur moi. Bonjour, dis-je en gardant ma voix neutre. Camille, son ton était joyeux, beaucoup trop joyeux. Je pensais juste que tu voudrais savoir, j'ai vendu la cabane de montagne. Je me figeai, serrant plus fort le téléphone. Tu as fait quoi? J'ai demandé. Je l'ai vendue, répéta-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. N'aie pas l'air si choqué. C'est pour le bien commun, le mien, évidemment. Il laissa échapper un rire suffisant qui me fit bouillir le sang. Je m'appelle Camille, d'aussi loin que je me souvienne, Jacques a été une épine dans mon pied. Ma mère l'a épousé quand j'avais 15 ans et il s'est rapidement infiltré dans la famille avec charme et bonne humeur. Mais sous cet extérieur se cachait un homme qui n'hésitait jamais à donner la priorité à ses besoins. La cabane n'était pas seulement une maison de vacances, c'était mon sanctuaire, un endroit dans lequel j'avais consacré des années d'amour et de soins. Niché dans les montagnes, c'était l'endroit où j'allais me ressourcer après des voyages de travail épuisants, où j'accueillais des amis pendant de longs week-ends et où je me sentais le plus en paix. Entendre Jacques en parler comme si c'était un pion dans ses projets sans fin était exaspérant. Tu n'avais pas le droit, dis-je, la voix tremblante. Cette cabane n'était pas à toi à vendre. Détends-toi, dit-il d'une voix traînante. J'ai géré les choses ici pendant que tu étais en train de sauver le monde, et en plus, à quoi ça sert de garder quelque chose dont tu n'es jamais là pour profiter? C'était un moyen facile d'effacer mes dettes. Tu me remercieras plus tard. Je te remercierai quand l'enfer gèlera, ai-je lancé, raccrochant avant qu'il ne puisse dire un autre mot. J'ai fait les 100 pas, essayant de calmer la tempête d'émotions tourbillonnant en moi. L'audace de Jacques ne connaissait pas de limite, mais cette fois il avait dépassé les bornes. Ce qu'il ne savait pas, et ce que j'avais l'intention de garder pour moi pour l'instant, c'est que la cabane n'était pas entièrement à moi. Ma meilleure amie, Sophie, était copropriétaire et l'accord juridique que nous avions conclu il y a des années exigeait explicitement nos 2 signatures pour que toute vente soit conclue. Ce n'était pas fini. Je m'assis sur le bord de mon lit, regardant le téléphone dans ma main comme s'il allait s'enflammer. Mon esprit s'emballait, repensant encore et encore le ton suffisant de Jacques. Comment pouvait-il penser que c'était acceptable de me vendre quelque chose d'aussi profondément personnel comme s'il s'agissait d'un bibelot qu'il pouvait échanger pour son propre bénéfice? La cabane n'était pas seulement la mienne, c'était une bouée de sauvetage. C'est là que je passais mes étés quand j'étais enfant, à chasser les lucioles et à faire de la randonnée avec ma mère avant qu'elle ne se remarie. Après son décès, c'est devenu mon point d'ancrage, la seule chose qui me semblait stable alors que tout le reste semblait s'effondrer. Jacques, bien sûr, n'avait pas un tel attachement. Pour lui, c'était juste une autre ressource à exploiter, comme tant de choses dans lesquelles il s'était mêlé auparavant. Mais ce n'était pas une petite faveur ou un inconvénient, c'était ma maison. J'ai tapé sur le nom de Sophie dans mes contacts et j'ai attendu qu'elle décroche. Et Cathy, quoi de neuf, dit-elle joyeusement en répondant. Jacques a vendu la cabane, lâché-je, incapable de retenir la colère dans ma voix. Il y eut une longue pause de son côté. Il quoi? Apparemment, il avait besoin d'argent pour rembourser certaines dettes de jeu, dis-je amèrement. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, mais je sais que notre accord de copropriété rend cela impossible. Il n'a pas le pouvoir de le vendre sans votre consentement. Sophie poussa un petit sifflement. Il pensait vraiment qu'il pourrait s'en sortir comme ça. Cet homme n'a aucune honte. Aucun, ai-je accepté. Je vais avoir besoin de votre aide pour régler ce problème. Je vais terminer ma mission de bénévole et rentrer chez moi dès que possible. Pouvez-vous récupérer les documents légaux en attendant? Je veux être prêt à contrer cela à mon retour. Vous l'avez compris, dit Sophie d'une voix ferme. Nous allons nous en occuper ensemble. Alors que je raccrochais, un étrange sentiment de calme m'envahit. Jacques pensait qu'il m'avait déjoué, que j'étais trop loin pour remédier à sa trahison.
Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Je n'étais pas l'adolescent effrayé qui le laissait me rouler à la vapeur. J'étais un adulte maintenant, avec des ressources, des alliés et une solide maîtrise de la loi. S'il pensait que c'était fini, il allait avoir un réveil brutal. Les jours suivants se sont déroulés dans le flou alors que je terminais ma mission de bénévole, essayant de garder mes émotions sous contrôle. Mais peu importe à quel point je restais occupé, la pensée de la trahison de Jacques persistait comme une ombre importune. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'image de lui se réjouissant de régler ses dettes à mes dépens. Tard dans la soirée, je me suis assis avec mon journal, quelque chose que j'emportais toujours avec moi en voyage. L'écriture m'a aidé à faire le tri dans mes sentiments et j'avais plus que jamais besoin de clarté. Tandis que je griffonnais furieusement, les souvenirs ont commencé à affluer, la première fois que j'ai visité la cabane avec ma mère, les heures que j'avais passées à la restaurer avec Sophie, les nuits tranquilles au coin du feu où le monde semblait s'être arrêté. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un morceau de moi, et Jacques pensait pouvoir le vendre comme un jeton de poker. Non, pas cette fois. Sophie rappela le lendemain, d'un ton vif et pragmatique. J'ai parcouru le contrat de copropriété, a-t-elle déclaré. Vous aviez raison, il n'avait pas le pouvoir de vendre sans mon consentement. La vente n'est pas valide. Le soulagement m'envahit, mais il fut rapidement remplacé par la colère. Savons-nous à qui il l'a vendu? Pas encore, a répondu Sophie, mais j'ai extrait les registres du comté et il n'y a pas de transfert officiel de propriété. On dirait qu'il a peut-être essayé de faire ça en cachette. Cela ressemblait exactement à Jacques, toujours à la recherche de raccourcis, toujours essayant de déjouer le système. Quelle est notre prochaine étape? J'ai demandé. Eh bien, soit nous pouvons le confronter directement, a déclaré Sophie, ou nous pouvons laisser la procédure judiciaire s'en occuper. Quoi qu'il en soit, nous sommes clairs. Il n'a pas de fondement juridique sur lequel s'appuyer. Tu comprendrais, répondit-elle chaleureusement. Mais je te soutiendrai toujours. En raccrochant, un plan a commencé à prendre forme dans mon esprit. Je finirai mon travail ici, je rentrerai chez moi et j'affronterai Jacques de front. Je n'allais pas crier ou crier, c'est ce à quoi il s'attendait. Non, j'adopterai une approche différente. J'utiliserai la seule chose que Jacques a toujours sous-estimée, ma capacité à anticiper. Il pensait qu'il avait gagné, mais quand j'aurais fini, il se rendrait compte qu'il m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Quand je suis finalement arrivé à la maison, la première chose que j'ai remarquée a été le silence. La cabane m'a toujours accueilli avec un sentiment de paix, mais maintenant ce silence me paraissait inquiétant. Mes plantes d'intérieur étaient légèrement fanées, le courrier s'était entassé près de la porte et le réfrigérateur était pratiquement vide. J'ai posé mes sacs et j'ai expiré, le poids de ce que je devais faire s'installant sur mes épaules. Avant même que je puisse déballer, mon téléphone a sonné. C'était Jacques. J'ai réfléchi à le laisser aller à la messagerie vocale, mais j'ai ensuite changé d'avis. Il est temps de lui faire face. Eh bien, si ce n'est pas ma belle-fille globetrotter, dit-il, sa voix dégoulinante de fausse joie. Enfin un retour à la réalité, hein? Qu'est-ce que tu veux, Jacques? Ai-je demandé, allant droit au but. Je voulais juste m'enregistrer, dit-il d'un ton suffisant. Assurez-vous de ne pas être trop contrarié par toute la situation dans la cabine. Je veux dire, c'est fini maintenant, donc ça ne sert à rien de pleurer à cause du lait renversé. Ma mâchoire se serra. C'est drôle que tu devrais dire ça, répondis-je en gardant un ton calme. Parce que d'après ce que je peux dire, il n'a pas disparu. Sophie et moi avons vérifié les registres de propriété. La vente n'a pas eu lieu. Vous ne pouvez pas vendre ce qui ne vous appartient pas. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, juste assez longtemps pour me faire savoir que j'avais touché un point sensible. C'est ridicule, dit Jacques d'une voix plus tendue. L'acheteur a payé en espèces et les formalités administratives sont réglées. C'est chose faite. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit. Sophie et moi sommes copropriétaires de la cabane, tu te souviens? Sans son consentement, la vente n'est pas valide. Légalement, elle nous appartient toujours. Son rire était cassant. Tu penses que tu es si intelligente, n'est-ce pas? Toujours jouer la fille parfaite, toujours essayer de tout contrôler.
Tu ne sais pas à quel point j'ai eu du mal, Camille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu m'as volé, ai-je rétorqué. Et tu penses que je suis censée avoir pitié de toi? Tu as fait tes choix, Jacques, et maintenant tu vas devoir vivre avec. La conversation s'est terminée quand il m'a raccroché au nez, et je suis restée là, téléphone à la main, tremblant d'un mélange de colère et de triomphe. Pendant des années, j'avais laissé Jacques manipuler les situations, me culpabiliser et profiter de ma patience, mais plus maintenant. Je ne défendais pas seulement la cabane, je récupérais mes limites, ma voix et ma tranquillité d'esprit. Le lendemain matin, je me suis assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, examinant les documents que Sophie m'avait envoyés. L'accord de copropriété était très clair, aucun de nous ne pouvait vendre la cabane sans le consentement écrit de l'autre. Les actions de Jacques n'étaient pas seulement contraires à l'éthique, ils étaient manifestement illégaux. Mes pensées furent interrompues par un coup sec à la porte. Quand je l'ai ouvert, il était là, Jacques, avec son habituelle expression suffisante. « Ça te dérange si j'entre » demanda-t-il, sans attendre de réponse avant d'entrer. Je croisai les bras et le regardai s'installer confortablement dans l'une de mes chaises. « Qu'est-ce que tu veux, Jacques ?» « Écoute, Camille, commença-t-il, le ton débordant de condescendance. Je sais que tu es bouleversée, mais tu dois comprendre ma position. J'étais désespérée. Les gens à qui je devais de l'argent n'étaient pas vraiment patients. J'ai haussé un sourcil. Et tu pensais que voler ma propriété était la solution? Emprunter, corrigea-t-il, comme si cela améliorait les choses. J'allais revenir une fois que ma chance serait revenue. Je t'aurais remboursé chaque centime. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Ta chance? C'est sur ça que tu paries, Jacques? Tu joues de l'argent depuis aussi longtemps que je te connais, et ça n'a jamais marché. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Il bougea inconfortablement, mais sa bravade revint rapidement. Vous réagissez de manière excessive. Ce n'est qu'une cabane. Vous n'êtes même pas là la plupart du temps. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un d'autre en profiter? Parce que c'est le mien, ai-je crié. Parce que c'est ma maison. Vous ne décidez pas de ce que j'apprécie ni de ce que je fais de ma propriété. Et pour mémoire, Sophie l'apprécie autant que moi. Votre petite vente n'est pas valide, et vous le savez. Son visage s'assombrit et pendant un instant, j'aperçus une lueur ressemblant à de la peur. Tu n'irais pas vraiment voir les autorités, n'est-ce pas? Tu ne ruinerais pas ton propre beau-père comme ça. Je me penchai en avant pour croiser son regard. Essayez-moi. Pour la première fois, Jacques n'a pas eu de réplique acerbe. Il se leva, marmonnant quelque chose dans sa barbe, et sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Je me laissai tomber sur ma chaise, le cœur battant. La confrontation m'avait secoué, mais j'ai aussi ressenti une étincelle de satisfaction. Jacques commençait à se rendre compte que ses tactiques habituelles ne fonctionneraient plus sur moi. Il ne s'agissait pas seulement de la cabine, il s'agissait de tenir tête à quelqu'un qui profitait de moi depuis trop longtemps. Après la sortie dramatique de Jacques, j'ai appelé Sophie pour la mettre au courant. Il s'est présenté chez moi, dis-je en faisant les 100 pas dans le salon. J'ai essayé de raconter une histoire sanglante sur la façon dont il a emprunté la cabane pour régler ses dettes. Sophie renifla à l'autre bout du fil. Emprunter? Est-ce qu'il s'entend au moins? Qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai dit que la vente n'était pas valide et que s'il me poussait, j'irais voir les autorités, ai-je répondu. Cela a semblé le secouer un peu, mais connaissant Jacques, il prépare probablement déjà son prochain coup. Bougez bien, laissez-le comploter, dit fermement Sophie. Nous avons la loi de notre côté. J'ai contacté un avocat pour nous aider à rédiger une lettre formelle de cessation et d'abstention. S'il essaie à nouveau d'impliquer l'acheteur, nous aurons une trace écrite légale prête à le fermer. J'ai hoché la tête, ces paroles m'ont ancré. Merci, Sophie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Vous vous en rendriez compte, dit-elle, mais nous sommes dans le même bateau. Au cours des jours suivants, je me suis concentrée sur la collecte de toutes les preuves possibles.
J'ai documenté le contrat de copropriété, collecté des captures d'écran des messages textes que Jacques avait envoyés concernant la vente et même retrouvé l'agent immobilier impliqué. Lorsque j'ai contacté l'agent, sa voix était tendue. « Écoutez, je ne connaissais pas toute la situation », dit-elle rapidement. Jacques m'a dit qu'il avait la permission de vendre. Si j'avais su que le chalet avait un copropriétaire, je n'aurais jamais touché à l'affaire. Eh bien, maintenant tu le fais, dis-je en gardant un ton légal. Je n'essaie pas de vous entraîner là-dedans, mais j'ai besoin de votre coopération. Pouvez-vous confirmer que Jacques a signé les documents seul ? Oui, a-t-elle admis. L'acheteur n'a pas encore payé la totalité car j'ai signalé la transaction comme inhabituelle. Je peux vous fournir les documents si vous en avez besoin. Ce serait utile, dis-je en notant ces informations. En raccrochant, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Jacques avait cru que je serais trop passif ou trop distant pour riposter, mais il était sur le point d'apprendre à quel point il s'était trompé. Ce soir-là, Sophie a appelé avec d'autres bonnes nouvelles. « La lettre est prête, dit-elle. Nous l'enverrons demain à la première heure. Et s'il essaie de retirer autre chose, nous allons intensifier. » Parfait, répondis-je, un petit sourire s'affichant sur mon visage. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de la situation. Jacques pensait pouvoir m'écraser, mais il était sur le point de découvrir que je n'étais pas si facilement vaincu. Le lendemain matin, Sophie et moi avons finalisé la lettre de cessation et de désistement et l'avons envoyée à Jacques. Le langage était clair et inflexible, toute nouvelle tentative de revendiquer la propriété de la cabine ou d'engager l'acheteur entraînerait des poursuites judiciaires. J'ai imaginé sa réaction lorsqu'il l'a reçu, probablement un mélange d'indignation et d'incrédulité. Pendant des années, il avait réussi à manipuler et à intimider les gens pour les soumettre, mais cette fois, il se retrouvait face à un mur qu'il ne parvenait pas à franchir par le charme. Plus tard dans la journée, l'agent immobilier m'a envoyé par courrier électronique les documents qu'elle avait promis. Voir la signature de Jacques sur le compromis de vente frauduleux m'a fait tourner l'estomac, mais cela a aussi solidifié ma détermination. Il n'avait pas simplement franchi une ligne, il l'avait passée au bulldozer. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du commissaire Lefebvre, un agent local que Sophie avait contacté pour m'aider dans ce dossier. « Mademoiselle Daniels », commença-t-il d'un ton professionnel, « j'ai examiné les documents que vous et Miss Langley avez fournis. Il est clair que la vente n'était pas autorisée. Sur la base des preuves, nous pouvons poursuivre une enquête formelle si vous le souhaitez. » « Oui, » dis-je sans hésitation. « Je veux poursuivre cela. » Le commissaire Lefebvre a poursuivi. Nous allons commencer par contacter l'acheteur et lui expliquer la situation. Si Jacques continue d'intervenir, nous passerons à des accusations criminelles pour fausses déclarations frauduleuses. Merci, détective, dis-je. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose de ma part. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anticipation. Les roues étaient désormais en mouvement et il n'était plus possible de revenir en arrière. Le lendemain, Jacques a appelé. Sa voix était empreinte de colère, mais il y avait une pointe de désespoir derrière elle. « As-tu une idée de ce que tu as fait, Camille ?» a-t-il demandé. « Tu gâches tout. »« Non, Jacques, » répondis-je calmement. « Je protège ce qui m'appartient. »« Tu t'es fait ça. »« Tu as toujours été si ingrat, » ricana-t-il. « Je suis intervenu quand ta mère ne pouvait pas gérer les choses, et c'est comme ça que tu me récompenses ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Tu n'es pas intervenu, Jacques. Tu as pris le pouvoir. Tu as manipulé, menti et utilisé les gens pour obtenir ce que tu voulais. Et maintenant, tu en paies le prix. Il a commencé à discuter, mais je l'ai interrompu. Cette conversation est terminée. Si vous avez autre chose à dire, parlez-en à mon avocat. J'ai raccroché et me suis penché en arrière sur ma chaise, mon cœur battant la chamade. L'époque où Jacques me bousculait était terminée et j'avais enfin le contrôle. 2 jours plus tard, le commissaire Lefebvre m'a appelé pour me donner des nouvelles. « Mademoiselle Daniels, nous avons parlé avec l'acheteur et ils ont accepté d'interrompre la transaction. Ils n'étaient pas au courant de l'accord de copropriété et sont prêts à coopérer à toute enquête plus approfondie. » Le soulagement m'envahit.
C'est une excellente nouvelle. Cela signifie-t-il que la vente est officiellement annulée? Oui, a-t-il confirmé. La cabane reste votre propriété et celle de Miss Langley. Cependant, nous devrons garder le dossier ouvert pour répondre aux actions frauduleuses de votre beau-père. Souhaitez-vous porter plainte? J'ai hésité un instant seulement. Oui, dis-je fermement. Je veux qu'il soit tenu responsable. Compris, a déclaré le commissaire Lefebvre. Nous procéderons en conséquence. Merci pour votre coopération. Après l'appel, j'ai poussé une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un sentiment de calme revenir. La cabane était en sécurité et les plans de Jacques s'écroulaient. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé Sophie pour lui annoncer la nouvelle. La vente est officiellement nulle, lui ai-je dit. L'acheteur recule et la cabine est à nouveau à nous. C'est une énorme victoire, a déclaré Sophie, son enthousiasme évident. Mais Jacques? La police poursuit son enquête, expliquai-je. Il ne s'en tirera pas comme ça. Bien, dit-elle. Il est temps que quelqu'un lui tienne tête. Ces paroles m'ont marqué longtemps après avoir raccroché. Pendant des années, j'avais laissé Jacques s'en tirer avec tant de choses, ses manipulations, ses droits, son mépris total des frontières. Mais cette fois, j'avais riposté, et cela m'a semblé être un tournant, pas seulement pour cette situation mais pour la façon dont j'abordais tout dans ma vie. Ce soir-là, je suis allée au chalet pour la première fois depuis mon retour à la maison. En entrant, j'ai ressenti une immense vague d'émotions. L'odeur des panneaux de bois, le craquement familier des planches du parquet, tout cela m'a rappelé pourquoi cet endroit comptait tant pour moi. Je me suis assis près de la cheminée, laissant le calme des montagnes m'envahir. C'était mon havre de paix, l'endroit où je construisais des souvenirs, célébrais des événements marquants et trouvais la paix dans le chaos de la vie, et c'était toujours le mien, non grâce à Jacques. Pour la première fois, je me laisse sourire. Je ne récupérais pas seulement une propriété, je récupérais une partie de moi-même. Une semaine plus tard, le commissaire Lefebvre a appelé pour faire le point final. Mademoiselle Daniels, je voulais vous faire savoir que votre beau-père a été officiellement accusé de fausses déclarations frauduleuses et de tentative de vol de propriété. Propriété. Il devra comparaître devant le tribunal, et sur la base des preuves que nous avons rassemblées, les arguments contre lui sont solides. Entendre ces mots a suscité un mélange d'émotions, du soulagement, de la justification et même une touche de tristesse. Merci pour tout, détective, dis-je sincèrement. Vous avez géré cette situation avec beaucoup de force, a-t-il répondu. Ce n'est pas facile de tenir tête à sa famille, mais tu as fait la bonne chose. Après l'appel, je suis resté assis tranquillement pendant un moment, prenant en compte le poids de tout ce qui s'était passé. Jacques avait été une force si constante dans ma vie depuis des années, bien que toxique, et maintenant j'étais enfin libre de ses manipulations. Le lendemain, Sophie et moi nous sommes retrouvés au chalet. Elle avait apporté une bouteille de vin pour fêter ça et nous nous sommes assis sur le porche avec vue sur les montagnes. L'air vif nous apporte le parfum du pain et de la terre. Pour nous, dit-elle en levant son verre, et pour ne laisser personne nous bousculer. J'ai teinté mon verre contre le sien en riant doucement. En discutant, j'ai réalisé combien j'avais appris de cette épreuve. J'avais passé une grande partie de ma vie à éviter les conflits, à essayer de maintenir la paix, surtout avec Jacques. Mais cette fois, j'avais tenu bon, et cela a semblé être un tournant, pas seulement pour ma relation avec lui, mais pour la façon dont je me voyais. Vous savez, dit Sophie en interrompant mes pensées, cette cabane a toujours été plus qu'une simple propriété. C'est le symbole de tout ce que nous avons construit, de tout ce pour quoi nous avons travaillé. Ne laissez plus jamais personne vous prendre ça. Ces mots ont fait mouche. La cabane n'était pas seulement une maison dans les montagnes, c'était le reflet de mon indépendance, de ma résilience et de ma détermination à protéger ce qui comptait le plus pour moi. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais assis près de la cheminée, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La trahison de Jacques m'avait mis à l'épreuve d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, mais elle m'avait aussi montré à quel point je pouvais être fort. La cabane était sûre, mes limites étaient fermement en place et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment en contrôle de ma vie. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est lentement installée à un nouveau rythme.
La cabane, autrefois champ de bataille de l'avidité de Jacques, est redevenue mon refuge. Chaque craquement du parquet, chaque bruissement des arbres à l'extérieur me rappelait ce que je m'étais battu pour protéger. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Jacques après le dépôt des accusations. Ma mère a appelé une fois, d'une voix hésitante. « Tu sais comment il devient, Camille ?» dit-elle, sa défense habituelle sonnant creux cette fois. « Oui, » répondis-je uniformément, et c'est pourquoi j'ai fait ce que j'avais à faire. Elle n'a pas discuté. Pour la première fois, il n'y a eu aucune tentative de me culpabiliser, aucun appel désespéré à la réconciliation, juste un léger soupir avant de dire « J'espère que vous trouverez la paix. » Je l'ai déjà fait, dis-je, et je le pensais vraiment. Sophie et moi avons passé les week-ends suivants à travailler sur de petites rénovations à la cabane. Nous avons repeint le porche, réparé le toit et planté quelques fleurs sauvages le long de la propriété. À chaque clou enfoncé et à chaque coup de pinceau appliqué, j'avais l'impression de récupérer plus que seulement l'espace. Je me récupérais. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Sophie s'est tournée vers moi. « Alors, quelle est la prochaine étape pour toi, Cathy ? Tu as repris la cabane, tu as tenu tête à Jacques. Quelle est la prochaine grande étape ? » J'ai réfléchi un instant à sa question, la réponse me parvenant avec une clarté surprenante. « Je vais continuer à faire ce que j'aime, ai-je dit. Faire du bénévolat, voyager, vivre ma vie selon mes conditions. Mais cette fois, je ne laisse personne d'autre dicter comment je la vis. » Elle sourit en levant son verre. Ah ça. Au fil des jours, je me suis retrouvée à réfléchir davantage à tout ce que j'avais appris de cette épreuve. Il ne s'agissait pas seulement de la cabine ou même de Jacques. Il s'agissait de prendre conscience de ma propre force. Pendant des années, j'ai laissé son comportement dicter combien je repoussais, combien je tolérais. Mais maintenant, je savais que j'étais capable de fixer des limites et de les respecter, même si cela mettait les autres mal à l'aise. La cabane était un symbole de cette croissance, un rappel que je n'avais pas à sacrifier ma paix ou mes valeurs pour le confort de quelqu'un d'autre. Un soir, alors que le soleil baissait sous les montagnes, je me tenais sur le porche, respirant l'air frais et parfumé au pin. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment chez moi, pas seulement dans la cabine mais dans ma propre vie.